Et voilà, c'est ça, nous c'est les étroits, donc c'était l'image avec tout ça. Et puis, il va hein? Droit. Oui, oui, oui. J'ai milité 6 mois au PSU. Puis après, je suis parti en Ardèche. Le voyage aux Indes, c'est pour moi une expérience personnelle. C'est une formation bien précise que j'avais faite et je veux dire, ouais, ça a été très riche. Mais pour moi, si tu veux. Dire que j'ai vécu, bon, le voyage, quoi, mais en rythme accéléré, si tu veux. Bon, puis le tout aidé par le fait que j'ai vécu 2 ans et demi en Afrique, bon, ce qui démystifie déjà tout l'exotisme. Et puis, bon, puis je te dis, je voyageais avec l'aventure de la conscience dans mon sac, tu sais, le bouquin de Sri Aurobindo. Et puis, bon, pareil, toi, le voyage, mais terrain pratique. Si tu veux, terrain, je veux dire, terrain de yoga pratique, quoi. Moi, je peux pas trop parler de l'hiver vu que j'ai quitté le coin en janvier à avril. Mais enfin, j'ai vécu ici de novembre à janvier. Bon, ce qui m'a permis quand même d'avoir un bon vécu du tipi avec le froid, avec le vent froid, avec la neige, avec la fumée. Ouais, c'est... Bah, c'est ouais, le retour à la terre. Si tu veux, à Conches, par exemple, c'était mitigé. Tu vois, à Conches, c'était le retour dans la montagne, un peu sauvage, 5 bornes à pied, 20 personnes, tu vois, donc grosse charge sociale. Bon, au niveau des éléments, c'était quand même assez fort. Tu vois, au mois de mars, on s'est retrouvé avec 2 mètres de neige pendant une semaine. Moi, j'avais jamais vu tant de neige de ma vie. C'était mon premier hiver en France depuis 3 ans. Et bon, au bout d'un moment, je veux dire, ça travaille le corps, ça travaille la tête. Je veux dire, je sentais ouais, le trip intéressant, quoi. Retaper une belle ferme en Ardèche, la remettre en état, ouais, c'était une belle aventure. C'est-à-dire que si tu veux, malgré tout, toute l'énergie que je mettais dans cette ferme travaillait. Donc ça a donné une serre, ça a donné un motopompe, ça a donné un tracteur, ça a donné enfin, si tu veux, toute une infrastructure matérielle
permettant le travail de cette ferme. Mais à côté de ça, si tu veux, tout un autre travail qui se faisait en dessous, au niveau de ma propre personne. Si tu veux, il y avait moi et la ferme, et il y avait moi et moi-même. Et c'est ce moi et moi-même qui, à la fin du compte, a dit eh Baba, on s'en va. Baba, c'est un homme, en hindi. Et ouais. Et puis un jour, bon, j'ai décidé de laisser tomber. C'est vrai que dans le trip retour à la terre, il y a ça, toi. Il y a ce côté, on sort les freins, toi. On sort les freins, ça va trop vite. On ralentit et à ce moment-là, on commence à pouvoir regarder. Hein. C'est à la fois gênant comme ça peut être moteur. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est une énergie qui est passée, effectivement, ça te donne du freinage. Mais le freinage, c'est une énergie de toute manière. Et mais dans ce freinage, ça te permet de ralentir le mouvement, ton mouvement intérieur déjà, et ça te permet de reprendre une autre vision du monde. Mais beaucoup plus lente, beaucoup plus calme, beaucoup plus comment dirais-je, en harmonie avec la nature environnante, si tu veux. Ouais, bien vivre, vivre clair, vivre. Ben, prendre son pied le mieux possible et puis. Il y a un joint qui vient de te passer sous le nez, caméraman. Ça, c'est les. Si tu veux, la solidarité, à la limite, on n'en a rien à foutre. On fait des trucs ensemble, mais si on a envie. Enfin, c'est pas si on a envie, si c'est là, si on le sent, si. Mais je veux dire, la solidarité, bon, déjà, ça implique la notion de devoir. C'est pas. C'est bon, les gens peuvent faire ces formations-là, mais c'est emmerdant, hein, Après, tu te sens devoir plein de choses à plein de gens et tout. Moi, j'ai eu un truc comme ça quand même, enfin, dans ma vie, mais plus trop envie maintenant. Mais ce qui m'empêche pas de faire des trucs avec les gens, tu vois. Mais c'est fait différemment, puis c'est sincère surtout, c'est au premier degré, toi, c'est le premier jet, c'est ton envie, enfin c'est pas ton envie, c'est ça, c'est le moment que tu construis avec quelqu'un, que tu harmonises avec quelqu'un. C'est plus de la solidarité, c'est plus. Même si ça peut donner le même résultat, mais ça donne jamais le même résultat. Je veux dire, pour moi, c'est plutôt un terrain d'expérience. Tu vois, mais à la fois un terrain d'expérience et surtout un terrain de vie, toi, je veux dire. Quand on parlait tout à l'heure d'aboutissement, c'est un peu ce que je ressens ici. Tu vois, l'impression d'arriver dans un mode de vie, puis de plus voir rien derrière, toi. Je veux dire, je vis là, je vis comme ça, je vis ça. Du mieux que je peux, avec l'ouverture que j'ai, bon, avec ce que j'ai. Mais j'essaye de vivre ça là, quoi. Puis derrière, je sais pas ce qui va venir, tu vois, je veux dire. Pour moi, je sais pas, je sens une bonne poussée vers l'avant, quelque chose qui. Apparemment, je me fais plus de soucis sur le futur. Voilà. Je m'en fous complètement d'être subversif, je veux être positif. Pour moi, ce que je fais maintenant, ce que je vis maintenant, pour moi, c'est positif, donc ça suffit. Si tu veux, et même si tout le monde ne peut pas vivre dans les tipis, je sais bien, si tu veux, de tout temps, il y a eu des nomades et des sédentaires, il y a toujours eu une planète toute pleine. Toi. Le plus subversif que je verrais dans l'histoire, ce serait la volonté d'être heureux. On est des gens vivant en Ardèche d'une certaine manière, mais je veux dire, avant tout, on est des gens vivant en Ardèche. Le d'une certaine manière, c'est un regard. C'est une manière de voir les choses. Mais je veux dire, nous l'important pour nous, c'est de vivre. Hein. Je veux dire, de la manière qu'on vit, ou je veux dire, tout le monde peut vivre comme on vit, comme tout le monde n'a pas envie de vivre comme on vit. C'est typiquement marginal, ce machin. Le tipi. C'est sûr que, à la limite, c'est assez fort au départ quand tu te mets dans un truc comme ça. D'entrée, tu sais que tu vas te foutre dans le collimateur. Toi. Je veux dire, obligé, toi, le tipi indien en Ardèche, petite vallée vachement belle et tout. Bon, alors, je veux dire, c'est comme de se mettre devant la caméra, tu vois, il y a un truc à dépasser. Oui. Là, quelqu'un peut aller au Congas et puis que tout l'esprit des gens soit transformé d'un coup. Ça, on ne peut pas le dire.
Faut le voir pour le croire. À l'origine, en 72, il y a deux syndicats de jeunes apprentis, un suisse Hydra et l'autre autrichien Spartacus qui se sont fédérés, disons, et qui, bon, c'était des gars, des apprentis linotypistes ou mécaniciens ou un peu de toutes branches, maçons qui luttaient, bon, là où ils travaillaient et bon, comme évidemment ils ont subi pas mal de répression, ils ont décidé de se donner des bases économiques autonomes pour leur survie de groupe. Hein. La coopérative européenne, disons, elle est issue de 68, mais les coopératives ont démarré surtout en 73. Bon, ici, on est dans la coopérative d'Ardèche. On a une soixantaine d'hectares et bon, un troupeau de moutons, bon, une forme d'agriculture complémentaire avec les autres coopératives et autosubsistance pour ce qui est du groupe et des animaux. Bon, c'est clair qu'il y a une bonne partie des jeunes qui ont plus envie de vivre le rythme industriel et qui cherchent un autre rythme et une autre forme de vie. Bon, ça, c'était une motivation, si tu veux, de tous ceux qui ont fait Longomaille. Mais bon, il y a d'autres motivations de mener un combat contre quelque chose pour construire autre chose de nouveau. Il y en a qui sont arrivés avec le cartable sous le bras à 16 ans et bon, ils ne savaient pas forcément ce que c'était que Longomaille. Ils ne savaient pas forcément non plus exactement ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils cherchaient, mais ils avaient suffisamment d'allergie pour foutre le camp et essayer de faire autre chose. Jusqu'à maintenant, il y avait à peu près 10 000 personnes qui sont passées chez nous, surtout des jeunes, qui vraiment cherchaient autre chose, faire autre chose, oui, qui cherchaient une alternative dans notre sens. La commune a à peu près 1700 ou 1800 hectares de terrains communaux qui sont, bon, comme on voit, c'est tout des genêts partout. Et nous, on a commencé à défricher des terrasses, c'est-à-dire à retrouver des champs qui étaient cultivés avant. Il y a la population, elle est comme partout dans les montagnes, elle a vieilli ou elle a disparu. Et bon, maintenant, il n'y a plus assez de bêtes ni de monde pour entretenir les terrains. Et il y a d'énormes possibilités pour un tas de jeunes de vivre, quoi. Bon, nous, on va augmenter le troupeau, essayer de monter d'autres troupeaux en transhumance avec nous, et l'hiver et l'été, parce que la politique locale, c'est plutôt de reboiser, d'abandonner ces terrains à l'office des eaux et forêts, ou bon, de transformer en parc naturel pour accueillir des touristes et tout, mais pas tellement pour y réinstaller des jeunes qui veulent y vivre. Et puis il y a beaucoup de fermes qui se vendent ou qui tombent en ruine parce que bon, les gens rachètent peut-être des bâtiments, mais pas pour travailler les terrains. Les régions de montagne, c'est des régions qui ont été bon, d'abord vidées de leur population, bon, parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre dans les grands centres industriels. Bon, ensuite, c'est des régions qui ont été jugées non rentables au niveau de production agricole. C'est des régions où ça n'intéresse pas pour investir. Et bon, nous, on s'est installés dans ces régions parce que c'est là qu'il y avait le plus de possibilités pour s'installer. D'une part, la super concentration de la population dans la ville et à l'autre côté, l'abandon des régions de montagne. Tout ce développement, ça nous fait penser à des périodes qui ont déjà été là, ensemble avec la crise économique. Tu vois, pour nous, l'agriculture, c'est un moyen de survie. C'est pas du tout un but pour soi-même, mais c'est une possibilité de vivre plus ou moins indépendant des patrons. On n'aime pas travailler dans les villes, on n'aime pas travailler dans des grandes usines. Entre nous, on aime les gens qui savent décider eux-mêmes pour soi-même, ensemble avec les copains. En même temps, quand on a démarré à faire nos coopératives, on a tout de suite commencé à mettre en place des infrastructures pour pouvoir accueillir des gens qui ont les mêmes problèmes que nous, qui en ont ras-le-bol de vivre dans une situation actuelle et qui veulent faire autre chose, qui cherchent une alternative. On a fait des grands collectes,
On a fait des investissements dans des régions. On a essayé de travailler ensemble avec les entreprises, avec les gens dans les régions dans lesquelles nous on s'implantait. On ne s'est jamais pris un programme ou une idéologie à laquelle on se tenait, comme il y a dans les partis politiques. C'est notre façon de vivre que dans les villes ou que dans les sociétés actuelles. En tout cas, c'est d'abord, comme il a expliqué tout à l'heure, une envie de vivre en groupe, de se connaître avant tout, et de faire quelque chose ensemble, de créer autre chose. On a voulu être maître de notre produit d'un bout à l'autre de la chaîne, quoi. Ça veut dire de la production à la vente en passant par la transformation. Et comme on avait des moutons, c'était normal qu'on transforme la laine. Récemment, tu as des monstres du textile qui se sont cassés la gueule comme Rhône-Poulenc ou Boussac. Les seuls qui ont réussi à résister à la crise, c'est quand même des petites filatures. Elles ont du mal parce que souvent il n'y a plus personne pour prendre la relève. Il n'y a pas de formation assurée. Eux, ils savent très bien que s'il n'y a pas une formation qui est faite à des jeunes qui ont envie de le faire, ils fermeront comme les autres. On a installé ça, on voyait ça au niveau de la microéconomie régionale. C'est-à-dire que les gens ont des moutons. Avant, avant que le premier produit du mouton, ça devienne la viande, c'était la laine le premier produit. Ça avait une valeur pour les gens qui avaient des troupeaux, parce que ils récupéraient des couvertures, de la laine à matelas, des trucs comme ça dont ils avaient besoin. Maintenant, si tu veux, ça a plus de valeur. Et évidemment, pour approvisionner la filature en laine, ici, on va tondre chez les éleveurs du coin. Dans une région de montagne comme ici, tu peux pas baser une survie économique sur une seule chose. Ça veut dire ou sur l'agriculture, ou sur l'élevage, ou sur l'industrie, ou sur l'artisanat. Et nous, on a toujours voulu, au niveau d'une coopérative, avoir un trépied économique. C'est-à-dire que on a l'élevage, on a l'agriculture, et on a aussi un artisanat de transformation des produits qui sont faits sur la ferme ou dans la région. Et si tu veux, les éleveurs, nous, on veut les obliger. Disons, pour eux, c'est pas un produit énorme, la laine. On veut leur apprendre à ce qu'ils lui redonnent un peu de valeur, qu'ils la traitent un peu mieux qu'ils la font, parce que souvent ils s'en foutent complètement. Ils laissent la gale sur les moutons pour pas avoir les tondre ou les trucs comme ça, ou alors, comme elle se vend presque rien, ils la brûlent. Alors nous, évidemment, on a voulu revaloriser un produit qui a vraiment une valeur. Ça, c'est des bisettes. Ça va? Ouais, la mère, ça va. Maintenant, on peut sur lesquels on a mis des béliers bisés pure race aussi. On veut développer le troupeau seulement dans la race pure parce que c'est une race qui est pratiquement en train de se perdre complètement. Ça vient du Cantal. On les a choisis pour la laine et pour la viande aussi bien, parce que c'est une race assez équilibrée. Et en plus, elle est capable de tenir tout l'hiver dehors dans les régions où elle peut trouver son herbe, quoi. Là, les bêtes, elles font faire les agneaux sans complément pratiquement. Ils ont passé un an sans foin du tout. Sans qu'on leur apporte quelque chose, c'était pas nécessaire. Partout dans les régions où on s'implante, on a nos fermes, nos filiatures. On vient pour développer la région, pour faire revivre la région. D'après ça, c'est évident qu'on a intérêt à travailler le plus proche possible avec la population locale. D'abord pour des connaissances simplement techniques, pour leur manière de vivre, de produire, pour reprendre des anciennes méthodes aussi. Nous, on n'est pas marginal, on a envie d'avoir des relations avec tous ceux qu'on ne connaît pas, a priori. On est ouvert avec tout le monde. C'est à cause de ça aussi qu'on est tellement ouvert, qu'on essaye
Bon, de ne pas nous isoler, surtout. De rentrer aussi un peu dans les villes, avec nos produits, par exemple. En vendant nos produits dans les villes, on est présent, on montre ce qu'on fait. Pour le moment, ceux qui sont venus là, on n'a pas à s'en plaindre. Ils sont honnêtes. Ils font leur boulot, ils s'occupent de personne, ils font leur petit trait. Si on en a besoin, on va les chercher, ils nous rendent service. Et s'ils ont besoin de nous, on est là également pour... Autrement, nous autres, on n'a pas à s'en plaindre. Et il faudrait bien que nos campagnes, quand même, elles sont désertes complètement. Je vous dis bien, il y a 20 ans, on était 14 foyers ici. Maintenant, il ne reste plus que 7. Mais il n'en restera que 4 dans pas longtemps. Il n'y aura que 4 paysans. Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez, question de travailler? Celui qui vient de la ville n'a pas les habitudes comme nous de travailler. Mais enfin, ce qui importe, c'est que le travail, aujourd'hui, le siècle où nous vivons, on ne travaillera plus comme nous, on a travaillé. Parce qu'il y a beaucoup plus de mécanique, il y a beaucoup plus pour... C'est pas de travailler avec des vaches, de travailler avec des bœufs. Aujourd'hui, il y a les tracteurs, il y a tout. Et tandis que pendant notre siècle, on a tiré les vaches à la main, maintenant ça ne se fait plus. La plupart des nouveaux qui viennent chez nous, des gens qui veulent s'intégrer, et qui arrivent assez motivés, qui veulent rester avec nous, ils choisissent ce qui leur plaît, les activités. Mais la plupart, on les intègre dans les groupes bûcherons pour un peu changer de l'air de la ville. Ouais, de passer un peu du travail seulement intellectuel au travail physique. Pour se trouver dans un corps sain d'abord, et puis comprendre le travail d'équipe, et c'est ça avant tout être bûcheron. Apprendre à connaître la nature, et puis bon, vivre en groupe, et apprendre la solidarité aussi par le travail. Ouais, tu vois, pour ça aussi, c'est une raison pour laquelle on travaille pas avec le bûcheronnage. C'est un peu particulier chez nous, on ne travaille pas conventionnellement comme... avec des tronçonneuses, mais à la hache et à la loupe. On travaille à la main. Les gars qui font du bûcheronnage à Longueaumal, quand ils arrivent chez nous, c'est un peu comme un jeune cheval. Pour le débourrer, tu commences à lui faire des travaux bon, pas trop difficiles. Tu lui fais tirer du bois, tu lui fais tirer des pierres. Bon ben, un jeune qui vient de la ville, qui a jamais tellement travaillé avec ses mains, qui a pas tellement de contact avec la nature, c'est vraiment un très bon contact avec la nature et avec pour apprendre à faire des trucs avec des gars de son âge. Ouais, le bûcheronnage, c'est quand même un truc qui demande un engagement pour à long terme, quoi. Un arbre, ça fait une centaine d'années aussi. Là, je m'appelle Rabi, Pierre Rabi. On est ici depuis environ 18 ans maintenant, 18 ans. On produit essentiellement du fromage, c'est ce qui nous permet de survivre. Et plus les légumes, alors une agriculture vivrière
un peu de légumes, un peu de fruits, une agriculture de suffisance, quoi, avec quelquefois un peu de surplus, les pâtures pour les bêtes. Donc nous avons à peu près 7 hectares, dont la moitié en bois, mais nous disposons de beaucoup d'espace pour les bêtes. L'espace qui appartient à des propriétaires, mais qui ne s'opposent pas à notre passage sur leur territoire. Pendant 13 ans, nous avons vécu sans électricité. Pendant 7 ans, nous n'avons eu pratiquement pas d'eau. Le chemin était extrêmement difficile. Et malgré ça, le fait de la beauté nous a décidé, nous a poussé justement à nous installer dans ce désert. Quand j'ai fait une demande au Crédit Agricole pour avoir un prêt, pour pouvoir emprunter, j'ai dû faire l'ouvrier agricole pendant 3 ans. Et il m'avait proposé plutôt de me donner un crédit très important, mais pour acheter une ferme importante. Alors qu'ici, c'était complètement déclassé du point de vue agricole. Et nous, on a estimé que c'était intéressant justement sur une terre très aride, sèche, d'essayer de la revitaliser, de lui donner vraiment de l'aimer en quelque sorte, quoi. C'est vrai, parce que c'est vraiment ça. Oui, pour moi, la famille est un état de fait, la communauté familiale est un état de fait. Nous avons avec Michel 5 enfants, donc c'est déjà une communauté de fait. Maintenant, reste à savoir si cette communauté, on va lui donner une structure dans l'avenir, parce que tant que nos enfants sont à notre charge, c'est très facile, mais après, est-ce qu'on structure, comment faire? Est-ce qu'on doit essaimer, partir ailleurs? En fait, moi, mon souhait et ma seconde utopie, la première ayant été la vie à la campagne est possible, il faut le faire, et nous l'avons fait depuis 18 ans. La seconde utopie, c'est que la famille puisse parfaitement devenir un lieu dans lequel on reste groupé tout en étant autonome. C'est sûr que quand on n'a pas l'habitude de cette routine permanente, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est quand même tous les jours qu'on est contraint d'être là, de soigner ses bêtes. Il n'y a pas de dimanche. Si on doit sortir, il faut qu'on s'arrange avec des gens. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse assumer pendant qu'on n'est pas là. Il y a une dépendance, c'est sûr, à ce niveau-là. Et certains utilisent le terme d'esclavage. Et moi, je ne considère pas que ce soit un esclavage. Il ne faut pas vivre de chèvres, d'animaux, il faut vivre aussi avec. Et à partir de ce moment-là, on accepte beaucoup mieux d'être contraint, d'être toujours là. Bon, ben c'est ça, il faut faire quand même un bilan réel. D'accord, d'un côté on est contraint, mais d'un autre côté on a notre liberté, on est notre propre patron, on s'organise comme on veut, on est en plein air, on a le soleil, je crois que dans un monde comme le nôtre, il est impossible d'avoir un bonheur relatif sans faire des bilans réels. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas? Et on ne peut pas, ça serait absolument injuste que nous menions la vie de luxe pratiquement que nous menons et d'avoir encore le privilège de pouvoir nous absenter quand nous le voulons, etc. Ça, c'est même les milliardaires ne peuvent pas s'offrir ça. Je ne vois pas pourquoi nous, on aurait ce genre de privilège. Donc le bonheur est relatif à une certaine acceptation, à un certain bilan réel de ce qui est imposé aux autres. Quand je m'imagine devoir aller pointer, comme je l'ai fait pendant des années, plus retourner dans mon petit logement, plus le métro, etc., ben je me dis, bravo les chèvres, elles me permettent quand même d'être chez moi et libre. Comment est-ce que tu préfères appeler le type d'agriculture que tu fais? Organique. Pourquoi? Organique. Parce que tous les autres termes sont un peu... Ils recouvrent un peu des choses ambiguës. On y met un peu tout ce qu'on veut, alors que organique, c'est beaucoup plus clair, quoi. Qu'est-ce que tu reproches au terme biologique? Ben justement, d'être ambigu, d'être équivoque,
d'avoir une résonance presque mystique dans la tête des gens, d'être pas clair. D'être pas clair. Organique parce que elle fait appel à des matériaux que la nature a produits elle-même. Ce qui est organique fait de l'organique, ce qui est inorganique fait de l'inorganique. Et ce qui est organique est conçu et prévu par la nature dans son recyclage permanent de la vie et de la mort, quoi. Dans des matériaux qui vivent, des matériaux qui meurent, mais tout est récupéré, recyclé, retransformé. Dans l'agriculture chimique, justement, ce qu'on leur reproche, c'est c'est de l'inorganique qu'elle veut faire de l'organique. D'où un arbitraire. Encore un. Ici, nous avons un tracteur de 50 chevaux. En réalité, dans certaines terres qui ont été travaillées depuis déjà un certain temps, en agriculture biologique, elles nécessitent de moins en moins de puissance. Et mon but, à l'avenir, c'est pas de garder un tracteur, mais c'est de revenir progressivement à la traction animale lorsque mon terrain sera suffisamment ameubli. Vous voyez cette texture extrêmement compacte. Hein, la matière organique, elle est très pauvre là-dedans. Il n'y en a pas assez. C'est plutôt un sol argileux, très dur à travailler, très difficile à déliter. Mais dès qu'on va un peu vers les zones qui ont reçu de l'humus, ici déjà, on voit que la texture est différente. Ouais. La texture est nettement plus, bien qu'il y ait quelques éléments compacts, on voit que ces éléments se délitent. Hein, c'est quand même une différence, ils se délitent. Et plus on approche, parce que nous avons commencé à faire le jardin à partir de là-bas, vous allez voir, il y a une progression qui va être en continu. Vous voyez, si on prend ici de nouveau, c'est encore une texture un peu différente. Il y a un sous-sol argileux, mais on voit qu'il y a la structure, ce qu'on appelle la structure grumeleuse, qui est la structure idéale pour un sol dans lequel l'eau et l'air pénètrent d'une façon correcte. Et si on va alors au début de notre... Vous voyez, le sol ne doit jamais être à nu. Cette partie-là, c'est un sol qui est disponible, disons, on ne peut rien y faire, et ben, il est couvert avec une végétation. Là où on a commencé le jardin, vous voyez, c'est encore, vous voyez, la couleur. La couleur du sol. Alors là, vous voyez, c'est plus du tout pareil. C'est tout à fait la structure grumeleuse qui est le signe de la terre fertile. Et c'est cette fertilité qu'on veut obtenir partout. Vous voyez, voilà. Je m'intéressais à la missiologie, c'est-à-dire à l'impact du christianisme au niveau planétaire, sur la planète et avec toutes les conséquences qu'il avait. Et je travaillais en usine pour gagner ma vie. Est-ce que tu es un marginal? Je ne sais pas ce que ça veut dire, être marginal. La marginalité doit être intégrale ou rien du tout. La marginalité, est-ce que c'est simplement un état de fait dans la réalité matérielle? Je suis déconnecté par rapport à la société. Est-ce que c'est ça la marginalité? Ou est-ce que la marginalité profonde, c'est une façon de penser?
Alors dans ce cas, je suis marginal. Je dis que ce monde est épouvantable et je le récuse. Je récuse l'organisation que nous avons choisie, le choix que nous avons fait. Je renie et je rejette la façon dont on gère la planète. Ça, dans ce sens, je suis marginal. Mais je n'oublie pas que je suis impliqué et que je suis, malgré moi, collaborateur et que je collabore malgré moi à tous ces aspects négatifs que je récuse. Il y a des possibilités de récupération, certainement, mais cette récupération ne se fera pas dans la mesure où nous sommes suffisamment rigoureux dans notre démarche et notre attitude. Mais sans se faire d'illusions. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'on puisse comme ça échapper à toutes les tentacules sociales. D'ailleurs, on est déjà en partie récupéré. Il ne faut pas croire qu'on s'est complètement libéré de la tutelle de la société industrielle de produits de consommation et de déchets. On y est en plein et j'y participe moi-même. J'ai une voiture. Ça, je crois qu'il ne faut pas trop s'illusionner, mais il n'y a qu'un radicalisme accepté par tous et chacun qui puisse nous faire échapper à une récupération. J'essaye de trouver ma place dans un ensemble qui préexistait à moi-même et dans lequel je dois m'intégrer en comprenant toute la règle du jeu, ou du moins en essayant d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants, de façon à aller dans le sens et non à contresens. Et en allant dans le sens, on est à peu près assuré d'une certaine harmonie et donc d'un certain bonheur possible, quoi. Il n'y a pas cet état de tension que produit l'activité qui va à contresens. Parce que on considère que tout est rythme dans la nature, depuis les déplacements des étoiles, les déplacements cosmiques, jusque les saisons, le battement du cœur, la respiration, tout est rythme. Et quand on ne suit pas ces rythmes-là, on est à contresens et par conséquent on est en dehors. Si tu veux, la marginalité par rapport au cosmos c'est celle qui finalement la plus douloureuse. Je ne peux pas prétendre être le représentant de quelque chose d'important, étant donné que je suis à 50% poète, si on peut dire, et à 50% un être humain qui a besoin de vivre et donc qui a besoin d'une activité qui lui permette de vivre. Donc je ne suis pas représentatif de ce qu'on pourrait appeler l'agriculture, une certaine forme révolutionnaire d'agriculture. Et simplement, mes voisins m'ont longtemps perçu comme quelqu'un d'irrationnel, quelqu'un qui avait l'air instruit et qui fait semblant de travailler la terre, etc. Je ne parle pas de mes voisins spécialement, je parle en général du contexte indigène, si on peut dire. Et depuis quelque temps, ils ont fini par constater que je ne trichais pas. Que même si c'était de ma part une sorte de délire, un peu de luxe, c'était un délire qui coûtait beaucoup de travail, d'efforts, et que cet effort, je l'ai accompli. Je pense qu'on peut espérer, on peut rêver, on peut espérer qu'une autre forme de sensibilité naissant, qu'on puisse reconstruire quelque chose de différent basé sur beaucoup plus de justice, moins de gaspillage, moins que la croissance, ça ne soit pas notre obsession, et que nous revenions à un certain art d'être et de vivre dans une simplicité, une meilleure intelligence des choses, une meilleure intelligence de la vie telle qu'elle est, une compassion vis-à-vis de la création, de ce qui est créé, aussi bien des animaux, des végétaux que de nous-mêmes, que de nos semblables. Et à partir de ce moment-là, peut-être il y a une possibilité. Je ne m'interdis pas de rêver, mais sans m'illusionner.
comme ça dessous, à peu près la moitié des terrains que je cultive là. Là c'est du petit fruit quoi, vous avez des groseilliers au milieu, des framboisiers d'en haut, puis des fraisiers en bas là-bas, plantés sur plastique, et puis dans le fond là des fraisiers que j'ai couverts cette année-là. Ça représente oui, à peu près la moitié de la superficie là, de ce que je cultive. Pour vous donner une idée, cette parcelle-là où il y a les framboisiers fait environ 8 arts. Et la parcelle où on ira tout à l'heure, là où il y a ces tunnels là-bas, représente à peu près une quinzaine d'arts. C'est la plus grande des terres que j'ai, hein, que je travaille ici. Sinon toutes les autres parcelles, c'est des parcelles de 2, 3, 4 arts maximum, quoi. Ça doit faire un bon hectare maintenant, je pense, à peu près, quoi. Hein. Bon hectare, quoi, un hectare de terrain à peu près, ouais. En framboise, bon, j'en ai quelques autres petites parcelles là-haut, enfin on arrive à 700-800 kilos par an. En fraises, c'est pareil, je renouvelle, on doit arriver cette année à faire dans les 1500 kilos, 2000 kilos. Et en groseille, on a peu de plantations, enfin ça commence à entrer en production, on doit atteindre les 300, 400, 500 kilos dans les années qui viennent là. Au niveau du légume, on est assez spécialisé, quoi. Enfin, spécialisé, c'est pas le mot. Disons qu'on fait surtout pour l'instant du haricot vert. On fait dans les 2500-3000 kilos par an. Et puis du radis. Pas mal de bottes de radis dans l'été, ça dépend un peu des saisons, mais enfin ça peut aller de 2000 à 3000 bottes, ça dépend. Puis à côté de ça, de la pomme de terre, et puis des choses, enfin de la salade, des tomates ou des concombres, mais enfin en très petite quantité, quoi. Je fais pas de marché, tu vois, je fais pas de vente directe, quoi. Je travaille qu'avec des commerçants et des restaurants, hein. Et j'en suis très content. Je pense que, si tu veux, j'aurais pu essayer de trouver des débouchés qui payent un peu mieux. J'aurais pu essayer de trouver, disons, de jouer la carte du légume biologique et tout ça, quoique, bon, j'estime que j'en fais, je fais de la bonne marchandise, hein. Mais j'ai pas éprouvé le besoin de jouer là-dessus. J'ai plutôt essayé de trouver des gens d'essayer de travailler avec des commerçants comme par exemple au Vence qui acceptent de commercialiser ma production, avec lesquels je m'entends bien, qui me rendent des services. Finalement, on se rend un service mutuel. Eux, ils font leur travail, moi je fais le mien, dans la mesure où tout le monde est correct. Je vois pas pourquoi j'aurais essayé de faire autrement. Mensuel net, on devrait théoriquement approcher les 250-300 000 là. Mon objectif c'est 400 000 très prochainement, quoi. T'entends beaucoup de vieux là, ils te diront ici à part l'élevage il n'y a rien à faire, quoi. Nous on a démontré le contraire, on n'a jamais eu de bête, on n'en aura jamais parce que moi ça m'intéresse pas, mais et on arrive très bien à travailler comme ça. Tiens, le vieux qui habitait la maison derrière là, quand il m'a vu planter ça, mais il était fou, il m'a dit mais tu mets des ronces là, il y en a assez comme ça et tout, quoi. Et lui son idée c'était ici oui pour l'élevage ça peut faire, mais pour le reste c'est ridicule. Nous on a prouvé le contraire. Moi je suis pas spécialement vieux quand même, enfin j'ai une bonne trentaine, c'est tout, quoi. Et j'ai jamais eu d'activité avant celle-là, je veux dire d'activité professionnelle, quoi. Comme on dit, je suis rentré dans la vie active, si tu veux, ici comme paysan. J'ai jamais rien fait de particulier avant, sinon des études longues et pénibles et qui servent pas à grand chose finalement. Enfin. Il y a une certaine agriculture qui doit pouvoir s'apprendre, une agriculture qui peut se pratiquer, si tu veux, sur de la grande surface avec des méthodes modernes, ou par exemple pour faire du blé, du maïs ou n'importe, il suffit de savoir se servir d'un tracteur, d'avoir le matériel adapté, hein, de savoir quel type d'engrais et quelle unité, combien d'unités il faut mettre à l'hectare et tout ça, c'est de l'agriculture facile, c'est de l'agriculture que finalement n'importe qui peut faire après des études dans la matière, quoi. Mais l'agriculture comme on la pratique ici, qui n'est pas une agriculture qui s'accommode bien avec la technique, si tu veux, la technique moderne agricole, quoi, hein. Parce qu'on a des terrains qui sont fragiles, parce qu'on a des petites surfaces, parce qu'il y a un relief qui est pénible, parce qu'il te faut faire autant de travail à la main qu'à la machine finalement, hein. Ça, je crois que c'est pas une agriculture qui peut s'apprendre et puis qui peut s'improviser, hein. Moi, je crois que si
où tu es issu du milieu rural, où tu as vécu dans l'agriculture toute ton enfance et tu seras capable de t'en sortir dans des coins comme ça. Sinon, j'y crois pas. Je pense pas qu'un type dont les parents étaient, si tu veux, fonctionnaires en ville, qui n'a jamais vu ce que c'était que faire un bout de jardin, qui n'a jamais vu ce que c'était que d'aller chercher de l'herbe au lapin, qui n'a jamais vu ce qu'est la vie à la campagne finalement, qui semble toute belle comme ça, et puis bon, qui demande quand même et un effort assez considérable et un temps de travail énorme et tout ça, soit capable de s'adapter comme ça du jour au lendemain. Enfin, de s'adapter, c'est pas encore le mot, mais je veux dire que de sortir un revenu, de faire vivre, si tu veux, de vivre sur une petite exploitation comme ça, et de sortir le revenu nécessaire à lui-même s'il est tout seul ou à sa famille, tu vois, je pense que c'est pas possible. Ce qui nous a aidé ici quand on est arrivé là, finalement, c'est de trouver des châtaigniers qui avaient été plantés là. Et je suis sûr que ceux qui ont planté, par exemple, un châtaignier comme celui-ci, ils ont plus mal aux dents maintenant. Hein. Ça a 300 ans, peut-être même plus, ces châtaigniers-là. Et ça a toujours été une ressource très, très importante. Et même dans certains secteurs, encore, ça représente 50% encore du revenu de l'exploitation, la châtaigne. Alors, l'intérêt du châtaignier, c'est que, bon, les arbres étant plantés, l'entretien étant... Évidemment, il faudrait de l'entretien bien plus que ce qu'on y fait actuellement, quoi. Mais c'est quand même une culture qui rapporte vis-à-vis du travail qu'elle demande. En fait, il y a un travail de récolte, bon, qui est pénible. Quand on va chercher des châtaignes tout en haut du cerf, là-bas, il faut quand même les ramener. Mais c'est quand même une culture qui rapporterait. Bon, il se passe qu'actuellement, effectivement, la châtaigne n'est pas vendue au prix où elle devrait l'être, quoi. Que le négoce privé, c'est pareil, qui pense lui aussi à son rapport immédiat et à son revenu, ne fasse pas d'effort pour la commercialisation de ces petits fruits, c'est une chose, je veux dire, ça ne surprendra personne. Par contre, que des structures coopératives ne fassent pas l'effort de commercialisation, enfin l'effort de trouver des débouchés qui paieraient plus, ça c'est une autre chose, parce qu'en principe quand même, je dis bien en principe, les coopératives, les patrons c'est les paysans. Or, enfin, on pourrait reparler de ça, et puis ça risque de nous entraîner loin, mais je veux dire que, bon, à mon avis, les paysans sont plus du tout, ont été dépossédés, si on veut, de leurs responsabilités au sein des coopératives, par finalement les administratifs qu'ils ont mis en place. Ça me semble assez évident. Je me refuse, moi, à la magouille dans ces secteurs-là. Je dis ce que j'ai à dire, et si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, et ça c'est sûr, hein, mais enfin, j'estime... devoir dire ce que j'ai à dire, si je pense que c'est la vérité, c'est tout. Hein. Alors effectivement, oui, je suis président du syndicat des producteurs de châtaignes jusqu'à nouvel ordre, quoi. Hein. Je pense que c'est parce que j'étais déjà relativement intégré ou considéré comme considéré comme agriculteur, je pense que j'en suis là. Hein. Tout ce que je sais, c'est que les collègues du syndicat ont accepté j'ai rien demandé. Ils m'ont proposé pour la présidence du syndicat, j'ai accepté, puis c'est tout. Hein, c'est pas. Bon, moi je dis, s'intègre qui veut et se fait reconnaître qui veut dans un domaine. C'est pas de la. Je veux dire, l'agriculture, c'est pas de la philosophie, de la politique ou tout ce qu'on veut. L'agriculture, c'est l'agriculture. Je vois pas pourquoi un type qui montre des compétences agricoles serait tenu en dehors des organismes agricoles. Ça me semble absurde. À partir du moment où ce gars-là a de la compétence, il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas bien, c'est tout. Hein, enfin, je pense. Bon. Va chercher, va chercher. Va chercher, allez, derrière l'autre. Viens, va chercher derrière. Et bien sûr que moi je suis solidaire avec ceux qui font une démarche à retour à la terre, parce que moi je suis revenu parce que j'avais des racines, hein, et que c'est ces racines qui m'ont tiré et qui m'ont amené à me replanter, mais aussi parce que je voyais les limites de ce que je pouvais faire ailleurs, et que tous les gens qui ont envie de revenir et de refaire quelque chose, moi je les comprends et je m'en sens solidaire. Ça ne veut pas dire que je serai toujours d'accord avec toutes leurs façons d'agir et de faire.
Pour les gens du pays, qui n'ont pas vu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans une société de consommation, et qui ont au contraire vu des gens qui partaient avec rien revenir, avec un confort, une sécurité du fonctionnaire, etc. Il est sûr que ces gens-là ne peuvent pas comprendre qu'il y ait des gars qui sont sans exploitation, sans terrain, avec des connaissances pratiques relativement moindres que celles des agriculteurs traditionnels, ce risque. Alors, c'est sûr que... Et c'est vrai que les nouveaux installés, les agriculteurs qui ont voulu, les gens qui ont voulu s'installer, ils ont quand même un handicap énorme au niveau des structures d'exploitation et de la possibilité d'appréhender le travail au départ. Et par contre, ils ont une culture qui leur permet de vaincre des problèmes d'isolement et autres, et de savoir que la finalité du travail qu'ils entreprennent, elle vaut la chandelle, elle vaut le coup, parce qu'ils ont vu ce que ne pouvait pas leur donner une société de consommation. Ils n'ont pas pu trouver ce qu'ils attendaient. C'est des gens qui sont quand même à la recherche de quelque chose qui est sans doute plus idéal que ce que peut proposer une société de consommation. Et ils sont en recherche, ils sont prêts à faire un effort. Ils sont prêts à supporter des choses que des paysans traditionnels ne supporteront pas au niveau de privation, au niveau d'un certain nombre de choses. Donc ils ont des handicaps, c'est sûr, ils ont des handicaps de structure, ils ont des handicaps d'enracinement au niveau d'un certain nombre de connaissances au départ, notamment pour les animaux et tout ça. Mais tous les problèmes techniques, on arrive à les vaincre. Et ceux qui auront des structures d'exploitation, c'est là où le problème se pose, ceux qui auront des structures d'exploitation, à mon avis, et on le voit déjà, ceux qui ont une structure d'exploitation qui se tient à peu près, mais ça, ils s'en tireront. Ils s'en tireront parce que psychologiquement, ils sont armés. Et c'est ce qui est quand même, à mon avis, le plus important. C'est d'être armé psychologiquement pour tenir dans des conditions excessivement difficiles. Et ça, l'agriculteur traditionnel, il a eu au contraire, lui, l'impression d'être le paria, d'être le dernier, quoi. Derrière, allez, derrière, doucement. Là. Moi, je pense que ce sont de nouveaux agriculteurs. Et à mon sens, le mérite qu'ils ont eu et ce qui a été important, c'est qu'ils ont permis aux jeunes de prendre un peu conscience d'un certain nombre de valeurs qu'il y avait dans la vie du paysan. Et ils ont aussi démystifié le miracle de la ville, le miracle d'une société au développement infini, avec une progression de 10% des revenus qu'on a connus pendant un certain temps, et le miracle économique qui semblait que finalement on allait vers des possibilités infinies de développement et autres, et que les valeurs traditionnelles du monde paysan, le travail de la terre, en somme la vie des choses, était complètement périmé et disparu. Je crois que le premier mérite qu'ont eu ces gens-là, c'est eux qui avaient connu, qui avaient été assez loin, et même un peu au bout des possibilités de la société de consommation, c'est de montrer qu'elle avait ses limites et que la vie des agriculteurs avait une certaine valeur, elle pouvait représenter quelque chose. Elle pouvait représenter peut-être même une alternative à l'échec, en somme, de cette société qu'on sent, de cette société de consommation qu'on vit actuellement, quoi. Et je crois qu'ils ont eu le mérite de faire prendre conscience aux agriculteurs que finalement ils n'étaient pas tout à fait les parias qu'on a dit et qu'ils se sentaient être. Parce que je crois que si aujourd'hui les conditions économiques de la vie des agriculteurs n'ont absolument pas changé, parce qu'elles sont, sur le plan économique, elles sont tout le temps aussi dures, même peut-être plus dures, sur le plan psychologique, la condition de l'agriculteur est pas ce qu'elle était il y a 20 ans. L'agriculteur n'est plus le type qu'on considère comme le dernier des derniers, et ça c'est quand même très très important. Je pense que le problème psychologique est énorme, et qu'à ce niveau-là, la contribution des nouveaux installés est énorme. Il y a des endroits où effectivement
la vie du pays, la possibilité pour le pays de revivre repose presque essentiellement sur eux. Il y a des cantons où on est arrivé à un tel délabrement de la population rurale traditionnelle que si le pays vit, il n'y a qu'eux qui portent l'espoir de vie dans ces pays-là, au point où on est arrivé. Dans des pays comme nous, où encore il y a un certain équilibre entre les deux, on pourrait espérer qu'il puisse y avoir une intégration et un apport de la culture que peut représenter le nouveau rural, et un apport des racines et des traditions qu'ont pu conserver encore les agriculteurs traditionnellement implantés, pour que ensemble ils fassent revivre le pays, parce que ça serait beaucoup plus riche à mon avis. Ouais, c'est ça. Dans une région comme la nôtre, vouloir, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, d'une certaine façon, et moi j'ai participé, croire à ce qu'on peut être des concurrents, c'est-à-dire être des gens capables de produire et de gagner leur vie dans une société de concurrence, avec les structures que nous avons, dans le pays que nous avons, on va à la catastrophe, à mon avis. Donc il faut bien qu'on essaye de trouver un nouveau modèle. Il faut bien peut-être que dans la société qu'on est, on essaye de répondre à des besoins qu'ont des gens qui ne trouvent pas, leur satisfaction dans ce qu'ils rencontrent, dans ce qu'ils vivent actuellement. Il y a sûrement dans la population française et partout ailleurs un certain nombre de gens qui ne sont pas satisfaits des produits qu'ils consomment, des relations qu'ils ont, des rapports qu'ils ont. Et peut-être que dans un pays comme celui-là, on peut espérer faire autre chose. Je pense qu'au niveau de ceux qui sont revenus, il n'y a pas eu toujours tous les efforts de fait pour comprendre aussi le milieu en face et s'y adapter. Et s'il y a des fois des problèmes, je pense qu'ils ne sont pas tous du même côté. Quoi. Alors qu'à mon avis, il serait souhaitable et nécessaire qu'ils s'appellent aux mêmes charrettes, quoi. Parce qu'on subit la même pression dans l'environnement, qu'on soit nouveau agriculteur ou ancien agriculteur. Eh bien, on a contre nous la spéculation foncière, on a contre nous la vente des produits, et on est coincé de la même façon.